Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Je suis contente, je suis du bon côté, c'est Antoine qui est cette fois-ci côté vide. Oh, il y a des petits ânes au bord de la route. Les couleurs des montagnes sont folles. Ah ouais. Oh, c'est trop, on dirait un tableau. Ça fait irréel toutes ces couleurs comme ça. Oh. Là, on voit qu'on est bien dans la Cordillère Noire, là, il n'y a aucun doute. Regardez un petit peu les couleurs qu'on voit sur cette montagne. Elle est vraiment incroyable. Svenny l'a dit, on dirait vraiment une peinture, un dessin. Toute la vallée est vraiment magnifique. Ça y est, on commence à être tout en bas de cette vallée. C'est trop beau. Ouais. C'est la Cordillère Negra. Bon, on sort de notre vallée, on passe de l'autre côté. Ça fait très tropical, il y a plein de bananiers, il y a plein de papayers. Et en face, on voit la montagne là-bas, ça fume un peu, donc je pense qu'il vient d'y avoir un éboulement. Mais bon, c'est de l'autre côté. Pour le coup, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien, ça tombe directement dans le Rio, donc ça va. On voit que ça fume bien, mais je vois pas de poussière qui bouge, donc je sais pas. Avec le noir comme ça, on dirait qu'il y a des volcans. Ah, c'est parti, celui-ci il a l'air quand même assez long, parce qu'on voit pas de sortie de l'autre côté. Donc voilà, on vous dit à plus tard. Mais ça, ils ont fait des trous, donc ça fait des fenêtres. Le sol est pourri par contre. Bon, le prochain tunnel, après, on arrive en face. Bon, du coup, ici, dans la zone où on est, il y a beaucoup de mines. Alors, on sait pas exactement ce qui s'extrait, mais c'est noir. On a vu quelqu'un passer, il était recouvert de suie complètement noir. Ouais. Puis là, on le voit, tout fait très sale. Tout est noirci. Ouais, je sais pas ce qu'il récupère. Et là, on voit les petites maisonnettes, là où ils vivent. C'est vraiment des conditions qui sont précaires, rudimentaires. Là, il faut très chaud. C'est dur à imaginer, en fait. Parce qu'ils travaillent toute la journée, dans la nuit, peut-être même la nuit. C'est dans des conditions, on ne peut pas l'imaginer. C'est ce qu'on vivait en France dans les années 800. Bon, on est face à un champ de coton. C'est trop beau. C'est tout doux.
Ça y est, on est bien descendu de la cordillère blanche ou de la cordillère noire. Là, on rejoint un peu la côte. Il y a énormément de champs, ils cultivent beaucoup de choses. Regarde devant. Regardez dedans. La dame, elle ramène du maïs. On va regarder ce qu'on arrive quand même à trouver sur l'autoroute au Pérou. Une boîte de paille. On a tous les chargements de sucre de canne. Là, on est en route, on vient de quitter le camping, on va à Huaca del Sol, c'est un temple du soleil, de la culture des moches. Et le taxi bouge pas mal, parce que la route est vraiment cassée. On commence par le musée pour mieux connaître l'histoire de la civilisation des moches. Ils nous ont expliqué que là, il y a deux sites, il y a celui du soleil et de la lune, et celui du soleil est fermé. Donc on fait que celui de la lune. Et je vois que derrière toi, là, il y a déjà les premiers vestiges. Ce petit mur là avec des dessins. Apparemment, ils dessinaient très bien, donc ils ont beaucoup d'illustrations avec ils arrivent à faire les émotions des personnes. Allez, on va au musée. En fait, ils ont vécu entre l'an 100 et 800 après Jésus-Christ. Donc c'était bien avant les Incas qui étaient en 1400. Et ils avaient déjà des techniques super avancées de poterie, d'agriculture. Ils maîtrisaient l'irrigation parce qu'ils habitaient dans le désert. Qu'ils amenaient l'eau des rivières jusqu'à dans le désert. Et c'est vrai que là, les poteries, elles sont ultra précises, elles sont bien sculptées. Il y a des dessins très représentatifs des animaux qui vénéraient. C'est impressionnant, personne ne connaît cette culture, mais c'est balèze. C'est vrai qu'ils arrivaient bien à faire les expressions sur les visages. C'est impressionnant. Bon, on a le site qu'on devait voir aujourd'hui à la base, c'est une grande pyramide, c'est l'Huaca del Sol. Et nous, on va peut-être pouvoir visiter Huaca de la Luna. Donc, il y en a un qui était religieux et l'autre c'était plus des habitations pour l'élite. Et là, on a la frise chronologique. Donc, on voit les moches. Après, il y a les chimus. Donc, c'est le temple qu'on ira voir cet après-midi. Et après, on va en 1400, l'arrivée des Incas. Voilà, ils expliquent un petit peu la cérémonie des sacrifices. Donc, il y avait des jeunes qui combattaient. Le perdant était capturé. Il le gardait quelques jours et après, il était sacrifié pour leur dieu. Ils récupéraient du coup son sang
pour le donner aux dieux. À chaque fois, un petit peu comme pour les Incas, ils enterraient leurs morts avec toutes leurs affaires. Il y a beaucoup de poteries qui ont été retrouvées. Il y a eu aussi beaucoup de pillages quand même. Puis qu'ils savaient que les personnes étaient enterrées avec toutes leurs affaires. Là, on voit par exemple la tombe avec de la poterie, mais il y avait aussi des bijoux, il y avait vraiment beaucoup d'affaires. Ça y est, on est sur la visite du temple de la lune. Donc il y a tous ces hangars qui sont faits pour protéger les murs. En tout cas, le guide nous expliquait que tous les 20 ans, il pleut énormément. Ouais, c'est pour protéger du sable, de la pluie et un petit peu toutes les intempéries. Bon, là, on est sur la place principale. En fait, il y a un immense mur. Et il y a toutes les étapes un peu de leur religion. En bas, c'était les combattants. Au-dessus, c'est le prêtre. Ensuite, c'est l'araignée. L'araignée, ça amenait la pluie. En fait, il pleuvait une fois tous les 20 ans. Et les araignées sortaient juste avant la pluie, qui était provoquée par le phénomène El Niño. Donc là, c'est une immense place. Donc c'est là où les combats avaient lieu et toutes leurs cérémonies religieuses. On a un guide qui est un peu pressé, il court un peu. Mais bon, on va quand même prendre le temps. Bon, ici, c'était les greniers, les lieux de stockage. Ils se retrouvaient des graines de haricots. C'est une autre visite. Voilà, on a une belle vue sur le temple du soleil qui est face à nous. Un peu plus devant, c'est toutes des petites ruines. Et sinon, on voit toute la ville, elle paraît vraiment immense. Et là, justement, ça fait aussi bien vert, ça fait petite oasis, alors que là où on est, c'est hyper désertique. Et là, entre le temple du soleil et de la lune, c'était la ville où il y avait tous les nobles, les guerriers, les prêtres qui habitaient ici. Le guide nous explique qu'il a des canines qui représentent du coup les félins. Il a des vagues sur la tête qui représentent la mer, donc ça représente la mer et la terre. Le losange jaune autour, c'est le serpent, c'est l'irrigation, c'est la culture. Ça, c'est le dieu principal des Moches. Discover this? It was full of bricks. Yeah, And the archaeologists removed the bricks. yeah, And it's still in this good state. yeah. Et là, on voit du coup la tombe. Du coup, il y a très peu de gens qui sont enterrés ici. C'était vraiment que les très hauts nobles. Ouais. Les pièces où le combattant qui avait perdu était déposé ici. Il avait une dame qui s'occupait de lui, qui lui donnait un fruit de cactus qui est un peu hallucinogène. Tout, voilà, ça le faisait vomir. Je pensais que soit c'était pour le purifier, soit du coup c'était un peu pour le droguer. Et il le décapitait. Il récupérait du coup le sang pour le grand chef. Et après, ils ont trouvé énormément d'ossements un petit peu là-haut. Donc c'est là où il les enterrait après. On vient de finir le site. Du coup, c'était assez intéressant. Je ne connaissais pas du tout la civilisation des Moches ici. Mais on a appris énormément de choses. Le site était vraiment immense en fait. Moi je pensais que c'était qu'il y avait un mur ou un petit temple, mais vraiment c'est un immense temple qui a été bâti 5 fois, donc il y a 5 étages, parce qu'à chaque fois il remplissait de briques pour construire un étage supplémentaire, donc tous les 100 ans à peu près. Il faisait un nouveau temple, quoi. Il reconstruisait, il remplissait le premier, puis il construisait un autre étage, et ainsi de suite. Parce qu'ils ont vécu 700 ans à peu près, ouais. Et du coup on demandait au guide comment ils se sont éteints. En fait, ils ne se sont pas vraiment éteints, c'est qu'à force de faire des offrandes aux dieux,
pour essayer de stopper le phénomène El Niño et de voir que ça marchait pas, ils se sont dit on abandonne ce site et ils sont partis. Et donc ceux qui ont survécu aux catastrophes climatiques, ils sont allés dans la civilisation des Chibus, donc ceux qu'on va aller voir cet après-midi à Chan Chan. Et en fait ils se sont intégrés dans d'autres civilisations, quoi. Aussi simple que ça. Après, c'est vrai qu'ici, c'est un climat qui est quand même désertique, donc c'était quand même pas évident de vivre ici. C'est clair. Mais ils ont tenu quand même longtemps. C'était super intéressant. Bon, c'est notre première expérience de taxi collectivo. C'est assez rigolo, ça bouge beaucoup. Ça s'arrête un peu partout pour prendre du monde. Il a la porte ouverte, il se met debout sur le marchepied et puis il appelle les gens. Bon, on est dans l'église, mais il y a un mariage, je sais pas le nôtre. Beaucoup de peinture au plafond, c'est trop beau. Bon, je vous filme vite l'église avant que les mariés y sortent. Elle est super jolie. On va se décaler parce que les mariés arrivent et ils viennent dans leur voiture là, Regardez la super voiture. sur la place des armes. On va s'écarter pour pas gâcher leurs photos. Ouais, du coup, c'est hyper beau parce que c'est très coloré tous les bâtiments. Voilà, on est un peu à contre-jour, donc je sais pas si vous verrez bien, mais ils sont bleus, ils sont rouges, jaunes. C'est trop beau. Il n'y a que ces trois couleurs. Mm. Il y a jaune, bleu et rouge. Ça doit être le drapeau de la région ou quelque chose comme ça. Là, l'église, elle est super jolie, elle est toute jaune. C'est rare. Bon, aujourd'hui, on fait un peu tous les modes du transport. Là, on a un taxi qui fait assez classe. Une grosse berline noire. Et on va à notre site Chan Chan. Moi, j'ai plus beaucoup de batterie. Je sais pas si je vais pouvoir bien vous filmer le site. Faire au mieux. À Chan Chan, ça y est, on est dans le site archéologique de la population des Chimus. C'est pas la même que ce matin. C'est un immense complexe. Là, on est venu en taxi. Du coup, on a déjà traversé une immense partie du site. Je pense que ce qui se visite, c'est une petite partie qui est déjà immense. On dirait un labyrinthe. C'est la plus grande cité faite en adobe, donc en terre et en eau, je crois. Enfin, il faut une sorte de boue. Et ça fait Comme un peu épicé. comme ça, ouais. C'est parti. Voilà, on est dans le premier temple. C'est immense. Et c'est ultra bien conservé. Si vous regardez là, on voit toutes les sculptures en bas. Ici, on marche au cœur de l'ancien royaume des Chimus, un peuple qui régnait sur toute la côte avant l'arrivée des Incas. À son apogée, Chan Chan abritait près de 30 000 habitants. Une ville immense organisée en palais, en places cérémoniales, en entrepôts, en zones réservées à l'élite. Ce qui frappe, ce sont les motifs. Des murs entiers décorés de poissons, d'oiseaux, de vagues, comme un hommage constant à la mer, leur source de vie. Les Chimus étaient de formidables pêcheurs et artisans, connus pour leur travail du métal et leur céramique aux formes uniques. En parcourant ces corridors de terre, on essaye d'imaginer la ville vivante, les marchés, les couleurs, les cérémonies, le bruit des ateliers. Aujourd'hui, il ne reste que le vent, la poussière, et cette impression étrange d'un monde figé dans le temps. Chan Chan n'a pas résisté aux pluies ni à l'humidité. La cité s'efface peu à peu, rongée par les années. Mais malgré tout, elle continue de raconter son histoire, doucement, à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Voilà, on n'a pas trop d'explications, mais on est au milieu du désert et ici ça fait bien vert.
On sait que c'est les premiers à avoir trouvé un petit peu ici l'irrigation qui a été repris après par les Incas. Donc je pense que c'était tout leur système d'irrigation. Ils Au arrivaient. milieu du désert. Et il y a un espace vert incroyable. Ils faisaient descendre tous les rios des Andes qui coulaient vers la côte, quoi. Ils arrivaient à rediriger les rios pour les amener vers leurs champs et pour les jours. Le site est vraiment immense. Ça fait 20 km². Ouais, on voit les murs d'enceinte qui sont immenses, qui font tout le tour, qui vont quasi jusqu'à la mer là-bas. Parce qu'ils avaient un accès à la mer, il y avait la terre, il y avait tout. Et en fait, ce qu'on lisait, c'est que les Incas, quand ils les ont attaqués, ils ont dû faire un siège qui a duré presque 100 ans. Parce qu'ils arrivaient à vivre ici sans sortir, quoi. Ils avaient l'accès à la mer, ils avaient des canaux d'irrigation qui amenaient l'eau. Donc ils avaient la culture, l'agriculture. Et pour venir à bout de la civilisation, les Incas ont dû couper leur accès à l'eau. Ils ont trouvé leur accès à l'eau. Quelques jours, ils se sont rendus. C'est fou. Et ils ont pris du coup les hauts dirigeants qui avaient créé un petit peu la cité et ils les ont fait venir à Cusco. Parce qu'à chaque fois les Incas faisaient ça, du coup ils prenaient les experts un petit peu des civilisations qui prenaient un petit peu... Qu'ils asservissaient, donc ils venaient prendre les scientifiques, ceux qui avaient le savoir, et les amener à Cusco pour eux. Utiliser le savoir, quoi, le mettre à profit de toute la civilisation inca. Bon là on peut en déduire que ça doit être les logements. Parce qu'ils sont assez nombreux. Ça paraît sous mer. Là il y a un grand mur d'enceinte. Et ils faisaient du coup les constructions que les Incas ont récupérées après, où le bas est beaucoup plus large que le haut pour résister au séisme. Donc, ouais, tout était déjà pensé. Ils avaient déjà les technologies antisismiques. Après, c'est une zone qui est très propice au tremblement de terre. Mais ça remonte à des milliers d'années. Ils avaient déjà ces façons de bâtir, quoi. C'est impressionnant. Je pense que là, c'était des caves pour faire les offrandes, comme on avait beaucoup vu chez les Incas. Il y a plein de petites fenêtres. Forcément, comme tous les peuples ici, ils devaient jeter des feuilles de coca. Faire des petites offrandes. De maïs, de chicha. Bon, ça y est, on a quitté le camping. On a passé 2 nuits pas vraiment calmes. À côté, il y a beaucoup de musique assez forte. Toute la nuit. Là, après, c'était un peu moins fort que la première nuit, mais quand même. Là, on va en direction de Puerto Malabrigo. C'est une plage qui est très réputée pour le surf. Tu vois, on va essayer de surfer. Ils ont les plus longues vagues à gauche du monde. Et apparemment, en surf, c'est un truc bien. Donc, on va aller tester nos âmes de surfeurs. Alors moi, j'ai jamais surfé, c'est la première fois. Toi, on a déjà surfé, donc Quand j'étais plus jeune, hein, ça remonte. J'espère que j'y arriverai encore. on va voir ça. Ça y est, on vient de passer la journée à la plage. Malheureusement, il n'y avait pas de loueur de planche, c'est plus une plage de baignade. Avec des sacrées vagues, hein. Avec des bonnes vagues en effet. On pense que c'est un peu plus loin là-bas qu'il y a les plages de surf. Donc on n'a pas pu profiter. J'aurais pas pu démontrer mes super compétences sportives surfeur. Dont Tiffany doute. Non, Voilà. mais je t'ai jamais vu à l'œuvre. On s'est baigné, ça faisait déjà du bien. Elle était fraîche quand même, mais après ça va, je trouve. Là, on va aller se balader un peu en ville et puis essayer de trouver un spot si on peut dormir sur la plage, idéalement. On est sur le Mirador, là on voit bien les vagues, on voit des surfeurs aussi. On sait pas ce qu'on fait, si on reste une nuit de plus pour demain surfer ou pas. Parce que là on a vu les endroits où il y avait les surfs. Là où on était tout à l'heure, c'était plus le côté plage. Voilà. C'est immense les vagues. Bon, on est en train d'assister à un coucher de soleil qui est trop beau sur l'océan.
Aujourd'hui, c'est le grand jour. On a loué une planche et on va essayer de surfer sur les plus longues vagues à gauche du monde, qui est un spot très réputé pour les surfeurs. On vient de l'apprendre, hein, mais voilà. L'objectif du jour. Et moi, j'ai jamais surfé, donc ça va être une première. Antoine, il va m'apprendre. Essayer du moins. Je pense que ça va le faire, il fait beau. C'est parti? Allez, Il y aura peut-être pas de vidéo, je suis pas sûre qu'on puisse emmener le téléphone. l'entraînement de Tiffany. Tu nages, tu nages, tu nages, tu nages. Take off. C'est chaud, hein? C'est chaud. C'est un bon début. Allez, encore. Tu nages, tu nages, tu nages, tu nages, tu nages. Take off. Ouais, ouais, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, mais il y a de l'idée. C'est chaud, hein? Hmm. Pas mal. Je reste en bas. Ouais. Faut monter? Mais tu le verras sur l'eau. Alors, on retourne? C'est parti. C'est reparti? Ouais. C'est épuisant, mais les vagues sont trop bien. Ça partit. Antoine est parti par là-bas. Il tente les vagues d'un peu plus loin. Puisse les prendre pas loin devant nous. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Il s'est levé déjà 2-3 fois, mais j'ai jamais réussi à le trouver. On va au musée de la civilisation Sitio, qui est à Sipan. On a dormi sur leur parking. Bon, il y a des fils, donc on essaye de refaire un petit peu toute l'histoire du Pérou. Donc 10 000 avant Jésus-Christ, c'était plutôt des chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans des grottes. Hop, ils commencent à construire 3000 avant Jésus-Christ. Là, c'était vraiment de plus en plus construit et 100 après Jésus-Christ, il y a les frises qui commencent à apparaître. Là, on retrouve la civilisation moche qu'on a visité il y a quelques jours vers Trujillo. On voit aussi les lignes de Nazca. Ici, on retrouve Chan Chan, qu'on a visité aussi à Trujillo.
Donc voilà, la frise là, elle continue. Là, c'est l'arrivée des Incas. Tous les empereurs Incas, les constructions qui sont faites. Et après, 1533, là où tout s'arrête, c'est l'arrivée des Espagnols. C'est malheureux de se dire qu'ils ont réussi à éteindre une civilisation qui était un groupement de dizaines de civilisations en quelques années. On voit, là, c'est les tombes qui ont été reconstituées avec les objets avec lesquels les personnes avaient été enterrées. Donc là, on voit, c'est du cuivre, je dirais, vu la couleur que ça a pris. Ouais, ils étaient enterrés avec leurs affaires de cuivre et avec, du coup, voilà, toute leur poterie pour la vie après la mort. Il avait ses armes, il avait tout. C'était un guerrier prêtre. Les os, on dirait du bois. Et ils l'ont enterré avec des os de lama aussi, Ok. en offrande. Voilà, c'est une reconstitution qui nous permet de voir comment se passait l'enterrement, et surtout de voir comment ils étaient enterrés. Donc on voit que la personne est au milieu. Autour d'elle, il y a ces objets en or ou en cuivre. Il y a toute la poterie, il y a un lama aussi. Et il y a le corps d'une femme. Donc il faut qu'on regarde un petit peu tout pour trouver si c'est sa femme ou pas. Mais voilà, la représentation de ce qu'on voyait tout à l'heure. Là, c'est la représentation d'un prêtre guerrier. Comme un peu la personne qu'on voit la tombe un peu derrière. Voilà, c'était habillé. Ils avaient beaucoup de bijoux, d'armure un petit peu en or ou en cuivre, en argent. On voit pas bien vu que c'est dans le noir, mais ils sont en sandales. Ça me fait toujours rire ça. Après là, c'est très symbolique, c'était pour la hiérarchie très haute. Ils incarnaient les divinités en fait. Donc le conseil décisionnel, on va dire, ils incarnaient chacun un dieu. Et donc les tombes qu'ils ont trouvées ici, les lords de Sipan, c'était chacun des 11 divinités qu'ils ont. Et chacun des prêtres et des prêtres guerriers incarnait une de ces divinités. Alors là, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils fabriquaient des moules pour pouvoir faire du coup leur sculpture un peu comme celle-ci. Et là, on voit un moule. C'est impressionnant. Là, on a encore la représentation d'un autre chef guerrier. On voit sa tenue. Et encore une fois, ils sont en petites sandales. Et lui, dans sa tombe, ils ont sacrifié une femme et 2 enfants. Donc il doit être très important. Voilà. Là, on voit sa tombe. Donc, il est là avec tous ses bijoux, toute sa poterie. À côté, c'est une femme. Et au-dessus, là-bas, c'est un enfant. Alors, je sais pas si le deuxième, ils l'ont pas trouvé ou qui était pas en état. Et là, on voit, il a encore toute sa parure. Bon, là, on a la représentation en 3D du coup de la tombe.
Et en fait, c'est des fœtus, on dirait. À côté de la dame, donc là il est ici. Et au-dessus, c'est un autre enfant avec un petit peu toute la poterie. Et on trouve encore un lama. Donc je pense que ici, là, c'est ici le fœtus. Ouais, c'est bien ça en fait. Il y avait 2 chambres funéraires. Il y en a une avec le lord, la dame et les 2 bébés. Et une autre chambre funéraire où ils ont fait une offrande d'un adolescent. Ok. Donc ouais, ils étaient nombreux dans cette tombe. Mais il était très important apparemment. Bon là, ils expliquent. Du coup, les bijoux un petit peu qu'ils ont sous le nez, c'est fait pour cacher leurs émotions, leur changement d'émotion. Les ornements nasaux, ils venaient cacher la bouche pour pas qu'on voit quand ils souriaient ou quand ils étaient en colère. Ce genre de choses. Bon, là, on voit plusieurs dépouilles. Il y a un peu des os et un petit peu d'affaires. C'est les lieux d'offrande. Donc, c'est les personnes qui ont été offertes un peu à la nature, sacrifiées plutôt, pour arrêter les intempéries, protéger les autres. Et là, c'est une photo des fouilles archéologiques qui se sont passées il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que ça commence en 2007. Là, on a une affiche qui résume tous les peuples qui vivaient dans la région, donc sur la côte nord jusque la côte sud, la zone altiplano et l'Amazonie. Et en fait, on voit vraiment tous les peuples. On en a vu pas mal. Hein. Là, il y a Paracas, Nazca, c'est où on était. Tiwanaku, c'est autour du lac Titicaca. Il y a les Wari juste là, qui étaient dans le coin par ici. Ensuite, on voit les Moche avec Caramarca. On les voit se transformer petit à petit en Chimu. Et après, en haut, on voit tous les Incas dans toutes ces zones-là qui ont tout colonisé jusqu'à l'arrivée des Espagnols. C'est fou. Au final, les Incas, c'est pas ceux qui ont duré plus longtemps. Ouais. Et là, on voit, nous, on est dans le musée qui fait cette partie-là. Là. C'est donc le noble guerrier, le vieux seigneur de Sipan, le seigneur guerrier, le prêtre guerrier et le seigneur de Sipan. Ça, c'est les tombes qu'ils ont retrouvées de la culture mochica, les Moche. Et ce qui est fou aussi, c'est qu'en fait, toutes ces civilisations différentes, les Incas les ont annexées en 100 ans, en fait. C'était des civilisations qui ont vécu sur des centaines, voire des milliers d'années. Et en 100 ans, les Incas, ils ont vraiment annexé l'intégralité de ces peuples. Ils les ont ingérés, en quelque sorte, pour utiliser leur culture et leur savoir-faire en un seul grand empire. Ouais, ils allaient, je crois, de Quito en Équateur jusqu'à Santiago au Chili. Ouais. Donc c'est quand même une énorme partie de l'Amérique du Sud. Hein. La vitesse à laquelle ils ont annexé ces peuples, en intégrant à la fois leur culture et leur savoir. En fait, ils capturaient en général la noblesse, donc les hauts dirigeants de ces peuples, et les emmenaient à Cusco. Et c'est comme ça qu'ils faisaient en sorte que le peuple conquis obéisse en quelque sorte. Et qui récupèrent aussi toutes leurs informations, toutes leurs connaissances. Bon, c'est le camping qu'on a passé une nuit, on était hyper bien, c'est bien vert, c'est assez cool. Et là, on va reprendre la route en direction de Organos. On va aller voir les tortues et il y en a qui ont dit que peut-être il y a les baleines. Ouais. Derrière ce cadre idyllique, là-bas il y a un lac, c'est trop beau. Donc voilà le cadre. On a passé une nuit trop cool ici. Ça fait vraiment une petite oasis parce que autour ça fait assez désertique. Et là tout est bien vert. C'est trop chouette. Ça y est, on arrive à Organos. C'est un bord de plage où on peut voir des tortues et peut-être qu'il y a des baleines en ce moment. Je sais pas.
Du coup, on est trop contents. On vient là, on va essayer de voir si on peut nager avec les tortues, s'il y en a plein dans l'océan, juste ici. Donc voilà, on a les copains, les Kara qui sont passés il y a peut-être 3 semaines, 1 mois maintenant, et qui du coup en ont vu. J'espère qu'on aura pareil. Petit Dodan. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.